Bonjour Gérard Noiriel. Bonjour. Vous êtes historien et directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes même, j'ai envie de le dire, l'un de nos grands historiens. On vous doit notamment une histoire populaire de la France, un ouvrage monumental que vous avez publié en 2018. Et j'ai eu envie de vous inviter tout d'abord parce que j'ai lu il y a quelques jours une dépêche. Cette dépêche, elle disait la chose suivante. Marion Maréchal a invité Éric Zemmour lors d'une convention de la droite. Nouvelle qui a été présentée comme étant extrêmement importante, alors que Marion Maréchal n'est a priori pas élue, qu'elle n'est pas à la tête d'un parti et qu'Éric Zemmour est un individu difficile à classer. Je ne me mouille pas parce que vous allez le faire et je me suis rendu compte que vous veniez de publier un ouvrage précisément sur Éric Zemmour intitulé Le venin dans la plume, c'est aux éditions de la Découverte, d'où ma surprise. Pourquoi un historien tel que vous consacre un livre à Éric Zemmour, Gérard Noiriel? Le livre est une comparaison entre Édouard Drummond, donc celui qui a inventé ou propagé l'antisémitisme à la fin du 19e siècle en France, et Zemmour, qui m'est venu, enfin l'idée m'en est venue du dernier bouquin de Zemmour, qui s'attaque, bille en tête, je dirais, aux historiens comme moi. Et donc, moi, j'ai toujours eu le souci, vous savez, dans mon métier, dans ma carrière aussi, de ce qu'on appelle d'assumer la fonction sociale de l'histoire, c'est-à-dire pas uniquement faire des recherches pour les quelques dizaines de spécialistes, mais aussi pour le grand public. Je crois beaucoup, c'est l'héritage de Marc Bloch, dont je me sens l'héritier quelque part. Et donc, ça implique aussi de penser eh bien, à toute la population qui ne va pas lire nos ouvrages spécialisés, mais qui pourra peut-être être au courant des livres de Zemmour, de ses propos, puisqu'il les diffuse largement dans les médias. Donc moi, voilà, c'est par rapport aussi à ce public-là, donc notamment aux jeunes, aussi aux nouvelles générations, de leur dire, non, l'histoire, c'est pas ce que raconte ce monsieur-là, voilà, c'est des recherches sérieuses, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, qu'on essaye de faire, et donc c'est un enjeu majeur, je crois, à la fois civique et scientifique. Et alors, si ce monsieur Éric Zemmour n'écrit pas des livres d'histoire, qu'est-ce qu'il écrit, Gérard Noiriel? Pour moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, ce que c'est justement une histoire identitaire. C'est une forme de roman, si vous voulez, avec des personnages, des gentils, des méchants, Mhm. qui est nourri beaucoup de l'actualité. C'est ça qui donne sa force, la croyance. Moi, j'appelle ça de la rhétorique. C'est quelqu'un qui a, comme Drummond d'ailleurs, qui a une certaine forme de talent, mais un talent rhétorique pour faire croire des choses qui ne sont pas vraies et qui sont alimentées aussi par une vision qu'on appelle décliniste, c'est-à-dire présenter la France comme toujours au bord du précipice avec ses ennemis, et les ennemis sont nourris de justement l'islamophobie, la détestation des musulmans, etc. Donc c'est un point, je pense, important dans notre actualité. On va revenir sur ces termes, mais alors d'abord, il faut présenter qui était Édouard Drummond, qui était cet homme et quel a été son rôle historique, Gérard Noiriel. Oui, alors Drummond, donc c'est peut-être un personnage qui est peu connu aujourd'hui du grand public, mais c'est pour moi quelqu'un qui a une importance capitale. C'est donc un journaliste qui, justement, vient d'un milieu populaire. C'est intéressant aussi, parce que c'est un point commun avec Zemmour, et avec moi d'ailleurs, je le dis également, donc, parce qu'on verra peut-être aussi l'importance que ça peut avoir. Et donc, Drummond, après des débuts difficiles, parvient donc à se faire une place au sein de l'élite réactionnaire française de la fin du 19e siècle, en diffusant l'antisémitisme, c'est-à-dire en dénonçant les Juifs comme étant les responsables de tous les problèmes de la France de l'époque, fin 19e, où il y a une crise économique très, très importante aussi. Donc au début, il est pris carrément pour un fou, parce qu'il a des propos extrêmement violents. Il y a aussi ce venin, c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre de venin, c'est-à-dire c'est une plume très, très violente qui agresse les gens, qui les dénonce, etc. Et qui finalement réussit à être accepté, c'est la mise en acceptabilité, y compris par des journalistes qui ne sont pas eux-mêmes antisémites. Mais comme ils voient que c'est porteur, que ça fait de l'audience, ça permet d'augmenter les ventes des journaux, on lui donne une audience. Et c'est ça qui m'a frappé, parce que je trouve que c'est à peu près aujourd'hui la même chose avec Zemmour. La France juive, l'ouvrage d'Édouard Drummond va avoir un succès inouï en France et va,
en quelque sorte annoncer la vague antisémite à venir dans la France de la fin du 19e et du début du 20e, Gérard Noiriel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir aussi que tous ces gens qui ont popularisé Drummond ne se doutaient pas de ce que ça allait donner sur le plan politique. Au XXe siècle notamment, la Shoah, etc. C'est-à-dire qu'on est à une époque où il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, voilà, en disant, bah oui, il est un peu fou, il n'aime pas les juifs, bon, etc. Donc il y a pour moi aussi cette espèce d'avertissement historique par rapport à aujourd'hui, même si je ne veux pas exagérer des comparaisons, je dis On va y bien, venir. on va y venir, voilà, il faut pas... Mais je dis, malgré tout, on voit quand même un certain nombre de choses qui se produisent, hein, des attentats, vous savez, le grand remplacement, enfin, toutes ces théories-là, qui se nourrissent de propos de pamphlétaires comme Zemmour et d'autres. Et je dis que l'histoire peut nous aider à comprendre un petit peu ce genre de mécanisme, comment on peut passer d'un discours à une pratique politique. Bon, mais alors justement, il y a de l'antisémitisme chez Drummond, de l'antisémitisme évident. Dans quelle mesure peut-on mettre les attaques qu'Éric Zemmour fait contre l'islam sur le même plan que ce qui relève évidemment du racisme chez Drummond, Gérard Noiriel? Alors, je dis bien que j'utilise le mot antisémitisme au sens qui était utilisé à la fin du 19e siècle, hein, ce que le roi Beaulieu appelait les discours de haine. Les discours de haine. Et j'analyse comment fonctionne ce type de discours, c'est-à-dire quelle vision du monde, et notamment de l'histoire. Moi, je suis historien, donc je parle beaucoup de l'histoire. Donc, ce que j'appelle donc une histoire identitaire, où on voit que ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire il y a des personnages, une victime qui est la France, toujours, dans les deux cas. Hein, je repère, j'ai fait une analyse très très précise des textes. Hein. Dans les deux cas, on voit qu'il y a cette dichotomie entre une victime qui est la France et des coupables, des assassins, et donc centralement, enfin pour Drummond, c'est les Juifs, et centralement pour Zemmour, c'est les musulmans. Et tout ça se nourrit d'éléments d'actualité qui peuvent être vrais. Par exemple, chez Drummond, c'est Rothschild, c'est l'image du voilà, mais qui sont généralisés à toute une communauté. C'est là aussi un principe qui doit être contesté, c'est la construction donc des stéréotypes, et ça implique aussi une vision plus globale, c'est-à-dire on trouve aussi ce qu'on a oublié chez Drummond, par exemple, des attaques violentes contre le féminisme, contre l'homosexualité, enfin des choses qu'on retrouve aujourd'hui chez Mais alors, c'est Drummond. justement parce qu'il y a par exemple chez Drummond, je l'ai lu chez vous, Gérard Noiriel, autrement dit dans Le Venin dans la plume, il y a par exemple des descriptions de la femme juive qui sont très ordurières. Vous ne trouverez rien de tel chez Éric Zemmour. Alors, il y a des différences qui tiennent effectivement dans le fait que la violence verbale qu'on trouvait chez Drummond, elle est impossible aujourd'hui. Et Drummond s'attaquait ad nominem, c'était des attaques ad nominem qui aujourd'hui seraient passibles de la justice. Donc, il y a une évolution, hein, je ne le nie pas, je le montre Éric Zemmour amplement. dit qu'il ne s'attaque jamais aux personnes. Oui, ben oui, mais ça, c'est de la rhétorique. C'est ce que Drummond a d'ailleurs inventé, à demi-mot, ce qu'on appelle parler à demi-mot. Hein, c'est-à-dire que pour éviter d'être condamné par la justice, on se tient à la limite en sachant très bien ce que le public, les journalistes et même les simples citoyens, comment ils vont interpréter. Donc ça, c'est une spécialité aussi de Zemmour, alors que Drummond était plus, voilà, il allait plus franchement dans les attaques personnelles, etc. Parce que un élément important, c'est la logique du duel. Ce que j'explique, c'est-à-dire qu'à l'époque de Drummond, les duels, ils se passaient sur le pré, c'est-à-dire en bois de Vincennes, au bois de Boulogne, et ça faisait le scoop. Dans les journaux de l'époque, c'était le scoop quand vous étiez en duel. Aujourd'hui, ça ne se passe plus avec un pistolet et une épée, ça se passe à la télé. Donc, ça a été justement, et les procès auxquels a été confronté, enfin pour lesquels Zemmour a été condamné, c'est pas dans ses bouquins, parce que là, les éditeurs font attention, etc. Mais c'est dans ses émissions, dans ces duels auxquels il est affronté, auxquels il utilise son venin pour discréditer, disons, les personnes qu'il a en face de lui. Mais alors, Gérard Noiriel, on continue une sorte de comparaison entre la France de la fin du 19e et la France d'aujourd'hui. Fin du 19e, la France était très largement antisémite, alors avec des gradations différentes. On peut se demander dans quelle mesure elle n'était pas exterminationniste, c'est-à-dire peut-être ne souhaitait-elle pas l'extermination des Juifs, mais enfin, l'antisémitisme était une langue franche chez la plupart des Français. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec le racisme.
Je nuancerai quand même ce que vous venez de dire parce que je Nuancez-le. pense qu'à la fin du 19e siècle, il y avait quand même d'ailleurs l'affaire Dreyfus l'a montré, il y avait quand même toute une France qui défendait les droits de l'homme, qui défendait la République, etc. Il y a une évolution. Et d'ailleurs, Drummond a commencé à perdre de son impact dans l'opinion après l'affaire Dreyfus. Il a effectivement été élu député en 1898, au moment du paroxysme de la haine antisémite, mais après, il y a je dirais, le camp de la défense des droits de l'homme, notamment grâce à la mobilisation des universitaires. Donc ça nous pose aussi à nous le problème par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a quand même une frange extrêmement importante de la France qui soutient le Rassemblement national, qui soutient l'extrême droite, qui soutient ces thèses. Peu d'intellectuels, à ma connaissance, Gérard Noiriel. Ça dépend ce qu'on appelle intellectuel. Je vous pose la question. Oui, je pense quand même il y a une frange aujourd'hui d'intellectuels médiatiques qui cautionnent tout ça. Mais c'est quand même là aussi une différence avec la fin du 19e. Si on devait faire la liste, je ne parle même pas des écrivains ou des intellectuels qui étaient antisémites, parce que là, ça irait de Maupassant à Léon Daudet, enfin la liste serait interminable. Mais si on s'en tient juste aux intellectuels anti-républicains à la fin du 19e, ils étaient légion. Aujourd'hui, j'aurais du mal à vous citer un intellectuel qui soutienne les points de vue d'Éric Zemmour, Gérard Noiriel. Oui, enfin, Alain Finkielkraut a invité Éric Zemmour sur votre antenne. Ce n'est pas la même chose. Voilà, mais je veux dire, effectivement... Il l'a invité pour dialoguer avec lui, pour d'ailleurs s'opposer assez violemment à la manière dont Éric Zemmour raconte la Seconde Guerre mondiale, manière que vous résumez dans votre livre Le venin dans la plume. Oui, non, il y a une évolution, parce qu'il y a aussi le monde intellectuel s'est transformé, il y a un champ universitaire qui est beaucoup plus développé qu'à l'époque, tout ça, mais je dirais que dans l'opinion, globalement, on voit bien que les propos, les stéréotypes diffusés par Zemmour ont un impact. Moi, c'est aussi ce qui m'a incité à faire cette comparaison, c'est le best-seller, le plus grand best-seller depuis La France juive de Drummond, ça a été le dernier bouquin de Zemmour, qui s'appelle Destin français. Donc il y a bien... Quantitativement ? Oui, au niveau des essais politiques, vous avez eu, je ne sais plus combien il s'est vendu, à plus de 400 000 exemplaires. C'est plus que Drummond avait fait avec La France juive. Hein. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, on a un risque et que, pour moi, je rattache ça aussi à une évolution globale. Ça, on n'en a pas parlé, mais Drummond et Zemmour se situent dans des moments charnières dans l'évolution du champ médiatique, on pourrait dire. Alors, justement, parce que là aussi, vous en prenez aux journalistes qui diffusent ou qui ont rendu possible la diffusion de la pensée d'Éric Zemmour, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer tout simplement que le succès de Drummond, c'était un succès miroir par rapport à une France qui finalement adhérait très largement à ses thèses, Gérard Noiriel ? Je pense pas. Ça, c'est des choses qui sont pas vraiment avérées. C'est-à-dire, il y a aussi à l'époque une certaine mobilité de l'opinion. Il faut voir comment, dans les études de réception, il y a vraiment une frange antisémite qui achète la libre parole. Mais si vous prenez, journal de Drummond. Le journal de Drummond. Mais si vous prenez, par exemple, les députés qui sont élus en 1889, c'est-à-dire juste après la publication de La France juive, aucun de ces élus, de ces députés élus, n'a un programme où il contient avec des propos contre les juifs. Donc voilà, il faut quand même pas exagérer l'impact de l'antisémitisme à cette époque-là. Et je dirais que oui, quand vous dites je m'en prends aux journalistes, c'est pas ça. C'est que dans le dernier livre... Non, c'est votre droit. Hein. Oui, non, mais j'essaie de ne pas me situer dans cette logique de... Là, mais ce que je veux dire, c'est quand le dernier livre de Zemmour, c'est ça qui m'a le plus choqué, en fait. Il s'en prend d'une manière extrêmement violente à ma profession. Moi, les historiens. Aux historiens. Il dit en substance, finalement, les historiens officiels, autrement dit ceux qui ont des postes à l'université, sont des idéologues. Oui, non seulement ils ont le pouvoir, c'est une mafia, etc. Ils font plus de la science, mais ce sont des nouveaux prêtres féministes, pour l'islam, etc. Donc, et quand il a diffusé donc son livre dans toute une série de télévisions, etc., on n'a pas invité
ceux qui étaient directement mis en cause à défendre leur point de vue. C'est ça qui m'a choqué. Je dirais que quand on est accusé, normalement, on doit pouvoir se défendre. Alors que là, il y a eu, je trouve, un manque, et j'avais écrit d'ailleurs une tribune dans Le Monde à ce moment-là, là-dessus, et on m'a demandé d'approfondir, donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Mais en premier lieu, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental de défendre aussi le travail que font les chercheurs, de la connaissance, la raison, la réflexion, parce que ça nourrit aussi ce qu'on appelle le populisme. On oublie de dire ça. Au-delà de Zemmour, on a toute une série de dirigeants aujourd'hui sur la planète qui s'imposent avec une double casquette. C'est l'anti-intellectualisme et le nationalisme. Les deux sont combinés. Alors, par exemple, Éric Zemmour s'en est pris à l'un de vos collègues, Patrick Boucheron, lequel a écrit une histoire mondiale de la France. Et Éric Zemmour a écrit au sujet de cet ouvrage que finalement c'était une manière de mettre en pièces la nation, puisque il y avait des dates qui étaient retenues qui n'étaient pas les dates traditionnelles de l'histoire de France, et qu'on y voyait beaucoup plus de choses qui se passaient à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Gérard Noiriel? Écoutez, les attaques contre Patrick Boucheron. C'est là ce que j'explique aussi dans le livre. Si vous voulez, il y a une confusion entretenue sur le mot histoire. Le mot histoire, il peut désigner deux choses. Il peut désigner la réalité du passé. Quand on dit c'est important historiquement, ça veut dire voilà, un événement réel. Et puis c'est le discours sur l'histoire. Hein, c'est ce que font les historiens. Bon, eh bien, évidemment, l'intérêt de cette histoire de France, de Boucheron, c'est qu'il donne un point de vue original sur l'histoire de France, qui est décentré, on pourrait dire, avec des regards extérieurs. Moi, je trouve ça apporte beaucoup. Mais en quoi pourrait-on dire que ça va détruire la France ? Vous comprenez ? Il y a une sorte de manipulation sur les termes qui vise à faire croire que parce qu'on aura un nouveau point de vue sur le monde, on détruirait le monde. C'est une confusion inadmissible. Bon, mais quand il cite, sans le nommer, Gérard Noiriel, autrement dit vous-même, Oui. vous qui avez notamment écrit Le Creuset français, ce qu'il dit finalement, c'est que vous êtes, comme il dit aujourd'hui, un immigrationniste, c'est-à-dire que vous avez écrit des ouvrages pour faire accroire aux Français que l'immigration était un phénomène normal dans l'histoire de France, Gérard Noiriel. Moi, je ne me prononce pas. Je montre que la recherche, c'est de se tenir à distance des jugements de valeur. On peut être citoyen, avoir une opinion, et puis, quand on fait de la recherche, on doit se tenir à distance. Moi, simplement, ce que j'ai fait, c'est j'ai analysé l'histoire, j'ai montré, effectivement, dans ce livre qui était le premier livre sur le sujet, combien l'immigration avait apporté, puisque la France est l'un des tout premiers pays au monde au XXe siècle pour l'immigration. J'ai analysé le processus d'intégration, comment ça se produisait, etc., en montrant que, contrairement à ce qu'on nous disait sans arrêt, il n'y avait pas tellement de différence entre les vagues d'immigration postcoloniale, comme on dit, et puis celles d'avant. Voilà, il y a des analyses, il y a des discussions, etc. Mais je ne vois pas en quoi ce serait une prise de parti pro-immigrationniste ou ceci, cela. C'est retraduire ce qu'on fait, vous voyez, dans un langage polémique qui est inadmissible. On va continuer à en parler dans quelques instants, Gérard Noiriel. Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République, c'est aux éditions La Découverte, un ouvrage d'actualité, notamment parce que Marine Le Pen effectue sa rentrée politique et on verra dans quelle mesure ces idées, selon vous, sont des idées symptômes de l'état de la France. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. La recomposition du paysage politique n'épargne pas la droite de la droite. Les frontières semblent de plus en plus floues avec, par exemple, à la main tendue par Marine Le Pen en juin dernier vis-à-vis du Parti des Républicains. Nous sommes en compagnie de Gérard Noiriel. Vous publiez, Gérard Noiriel, Le venin dans la plume. C'est la première fois qu'un historien reconnu, s'intéresse à Éric Zemmour, considéré comme un polémiste. Vous le comparez à Édouard Drumont qui a écrit à la fin du 19e siècle La France juive, en soulignant également les différences qu'il y a. Votre ouvrage est publié aux éditions de La Découverte. Je vais vous faire entendre Marine Le Pen qui effectuait hier sa rentrée politique. Derrière les sourires de jeunes premiers et les postures de bâtamor, c'est l'image de notre pays qui a été abîmée. Les gardes à vue préventifs, comme les campagnes de diffamation d'État contre les opposants, où les manifestants, panoplie des régimes autoritaires, n'ont pas grandi l'image de nos gouvernants. On a vu des chars dans Paris, on a vu des policiers armés de pistolets mitrailleurs pour faire face à des Français.
L'histoire retiendra que la pire faute politique de M. Macron sera d'avoir lancé les Français les uns contre les autres. Pour nous, il n'y a pas de pire spectacle que la division des Français. Gérard Noiriel, si je voulais vous faire entendre cette portion du discours de Marine Le Pen, c'est pour que vous nous disiez dans quelle mesure il y avait des invariants ou au contraire une profonde rupture dans ce discours. Si on devait deviner si ces paroles sont ou non le fait d'une dirigeante d'extrême droite, aurait-on facilement la réponse ? Il me semble que oui. Il y a toujours dans l'extrême droite une tentative pour, évidemment, dire qu'il parle au nom du peuple. Et Drummond, c'est typique, il était considéré presque comme un socialiste. Il défendait les communards, etc. Mais une association, justement, entre un discours qui prétend défendre le peuple et qui rejette l'étranger, l'immigré, etc. Donc, on pourrait dire à Madame Le Pen que ses discours sur l'immigration, c'est le meilleur exemple qu'on ait de division des Français. Parce que c'est à ça que ça revient. Bon, mais là, elle prend fait et cause pour les Gilets jaunes. Elle considère que l'on est du côté du peuple quand on est du Rassemblement national. C'est un peu comme si, à Fourmi, pour prendre le grand massacre ouvrier du 19e, je ne fais pas de comparaison historique, scabreuse, mais en tout cas, à Fourmi, l'extrême droite n'était pas du côté des ouvriers, Gérard Noiriel. Oui, mais il faut bien voir qu'à cette époque-là, on est à une période de construction des partis. C'est vraiment une période où les choses ne sont pas encore mises en place. Mais si on prend dans les années 30, on trouve déjà le national-socialisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien une combinaison d'un discours pour le peuple et national. C'est cette combinaison-là. C'est un enjeu qui a opposé, je dirais, la gauche et l'extrême droite, visant à conquérir les suffrages d'une partie des classes populaires, avec un enjeu qui est de dire quel est l'ennemi. Est-ce que c'est l'étranger ou est-ce que c'est le grand capital ? Enfin voilà. Et là, évidemment, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où la gauche a quand même, on le sait, déserté le terrain social, il est occupé, voilà. Et enfin, pas toute la gauche. Pas toute la gauche, mais quand même, disons, les Gilets jaunes, c'est aussi la conséquence d'une déception des classes populaires à l'égard de la politique qui a été menée par la gauche. Je veux dire, depuis les années 80, c'est assez documenté pour le savoir. Donc, dans cette crise qui affecte aujourd'hui la représentation, quand les Gilets jaunes ne se sentent plus représentés par des syndicats ou les partis de gauche traditionnels, évidemment, ça laisse un espace que l'extrême droite essaye d'utiliser. Quelques mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, samedi, il y eut des manifestations de Gilets jaunes un peu partout en France. Quelle analyse faites-vous justement de ce mouvement, Gérard Noiriel ? Ce mouvement, il a, je dirais, des côtés extrêmement contradictoires, c'est-à-dire que, bon, je l'ai écrit, j'ai écrit un petit livre là-dessus, donc où je montre quand même qu'il y a toutes des aspirations qui sont extrêmement anciennes, je dirais, dans l'histoire des luttes sociales, c'est-à-dire lutte contre, évidemment, les inégalités économiques, pour la dignité, et pour aussi aspirer à la démocratie directe, c'est très important, les questions de citoyenneté telles qu'elles sont posées, puis en même temps, des aspects tout à fait nouveaux qui sont liés au bouleversement qu'ont connu les médias globalement, c'est-à-dire l'éruption des chaînes d'infos en continu, mais aussi les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Ça facilite la démocratie directe, mais en même temps, ça crée un problème parce que si on ne structure pas un mouvement, si on n'a pas de représentants, comment on va intervenir dans la vie politique ? Quels effets ça aura politiquement ? Et on voit qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes sont un peu pris dans cette contradiction. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Lesquelles ? Par exemple, il y a une réflexion qui se poursuit. Et je sais qu'un certain nombre de mes collègues universitaires y travaillent, mais d'une manière à distance, je dirais, des médias, parce que c'est un travail de fond. Parce que je pense qu'effectivement, ce qui peut surgir de mieux chez les Gilets jaunes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On est dans des phases, aujourd'hui, il faut bien voir qu'on vit une époque de rupture, de transformation extrêmement importante. C'est aussi pour ça que je pense qu'une figure comme Zemmour peut émerger, parce qu'on a une équivalence avec Drummond à la fin du 19e, où on était déjà à une période de mutation extrêmement importante. Avant de revenir justement à Éric Zemmour, dans cet épisode des Gilets jaunes, vous qui êtes historien, Gérard Noiriel, si vous deviez replacer ça dans l'histoire des luttes sociales, est-ce que vous seriez capable de le catégoriser par rapport aux événements du passé ? Est-ce que ça n'a pas de sens, selon vous ?
Oui, si, ça a du sens. Il y a énormément de points communs avec des luttes sociales passées, c'est-à-dire... Alors c'est quoi, la Bah, Commune, 1848 je dirais que oui, on peut dire tous ces événements-là. C'est-à-dire, un des points communs qui m'a frappé, c'est que c'est un mouvement qui a pris les intellectuels ou les élites par surprise. Et ça, c'est le cas de tous les grands mouvements. Prenez 68, vous prenez même le Front populaire, 1848, etc. On a les mêmes choses. Alors évidemment, on est dans des sociétés où il y a des mutations qui se font, c'est-à-dire d'une part, on n'est plus pour la conquête du pouvoir d'État par la violence, comme en 89 ou en 1848, c'est plus une révolution. On n'est plus non plus dans des grèves massives comme 36 ou 68. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas une grève massive, c'est pas même des manifestations massives. Au maximum, il y a eu 300 000 manifestants. Mais voilà, il y a, je trouve, l'intelligence des peuples. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que des choses qu'on n'avait pas imaginées, ne serait-ce que le symbole. Tout mouvement social a des symboles. Le symbole du gilet jaune, par exemple, c'est une innovation populaire. Bon, détourner un simple gilet, qui est lié à la sécurité routière, pour en faire un instrument de lutte. L'émergence de porte-parole spontanés, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dans les syndicats ou dans les partis. Voilà, toute une série d'éléments de contestation aussi pour une société plus juste et des contradictions. Dans tous les mouvements sociaux, il y a aussi des contradictions. Je veux dire, c'est pas toutes les classes populaires qui sont représentées. Vous voyez, il y a ces tensions-là. Et donc, y compris dans les Gilets jaunes, vous savez, il y avait, on l'a souligné, il y avait eu, c'était très minoritaire, mais ça existe aussi, des gens qui avaient des discours antisémites ou racistes, etc. D'où l'importance, j'y reviens, de l'éducation populaire. Vous savez, moi, je m'occupe depuis 10 ans d'une association d'éducation populaire. On va dans les collèges, dans les lycées, pour transmettre aussi les connaissances qu'on élabore, parce que ça doit être des outils pour les citoyens. C'est ça qui est fondamental, et c'est aussi un problème qui se pose avec les Gilets jaunes. Comment expliquez-vous, Gérard Noiriel, vous qui êtes historien du peuple, que ce moment historique où les Gilets jaunes ont occupé l'attention médiatique depuis près de 50 semaines ne profite pas du tout à la gauche, alors qu'on a des gens dans la rue qui, a priori, ont des revendications qui pourraient être perçues comme étant des revendications de gauche, et les derniers résultats pour les partis de gauche aux élections européennes ont été décevants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a un déficit dans je dirais, les gens ne croient plus à la politique. Et moi, je trouve que c'est très dangereux, parce qu'on voit dans l'histoire aussi les moments où il y a une sorte de déception. C'est pas nouveau, hein. On voit à l'époque de Drummond aussi, vous savez, c'est Boulanger aussi. Hein. Donc, le boulangisme, il faut rappeler en quelques mots. Oui, le boulangisme, c'est-à-dire un général comme ça qui devient ministre de la guerre et qui est prêt à deux doigts de renverser le régime, avec lequel Drummond s'allie d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, et qui combine justement cette dimension-là de populiste, on pourrait dire, et puis nationaliste. C'est lié à une grande déception à l'égard de la République. C'est le problème de la République qui ne satisfait pas les attentes qu'on a placées en elle, notamment sur le plan social. On le retrouve dans les années 30 et on le retrouve aussi aujourd'hui. Donc il y a ce problème de la traduction politique qui est posé et les Gilets jaunes doivent s'en emparer, parce qu'ils n'obtiendront pas satisfaction uniquement en manifestant à quelques milliers comme ça dans les rues. Alors par rapport à ça, Éric Zemmour, ce personnage que vous analysez dans Le Venin, dans la Plume, votre livre publié aux éditions de La Découverte, il vient de la gauche. C'est un chevènementiste. Oui. C'est quelqu'un qui explique finalement, je résume Gérard Noiriel, que un homme comme lui, proche aujourd'hui de l'extrême droite, c'est juste un homme de gauche qui a découvert le réel. Oui, voilà, c'est classique. Drummond aussi venait de la gauche. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'opportunisme, aussi de carriérisme, de placement dans les réseaux de pouvoir. Mais il y a aussi une stratégie qui vise, parce que l'un des arguments qui m'avait le plus choqué, moi, chez Zemmour, c'est de dire... Ceux qui me critiquent, c'est des élites et c'est du mépris de classe. Vous comprenez ? Alors ça, pour moi, c'est typique du populisme. Moi, ma définition du populisme, c'est les usages du peuple que font les élites pour régler leurs petits problèmes entre elles, comprenez ? Et donc là, on voit typiquement une stratégie populiste. C'est pour ça que dans ce livre, je parle aussi, moi, de ma propre trajectoire sociale qui vient des classes populaires et qui ne partage pas du tout le point de vue de Zemmour, évidemment, là-dessus. Et donc, il y a une connexion qui est faite en disant, oui, mais moi, je viens du peuple, moi, j'étais de gauche, et donc j'ai raison parce que j'ai découvert la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, dit-il, moi qui viens du peuple, je sais que le peuple souffre des dernières vagues d'immigration, alors que les grands professeurs qui, eux, vivent loin des quartiers d'immigration,
n'ont pas à en subir les conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Noiriel? Ben, j'ai dit, comparons nos adresses respectives. Vous voulez donner votre adresse? Moi, j'habite en banlieue, hein, dans une. J'ai vécu, je l'explique un peu dans le livre. Donc voilà, je suis très bien. Mes enfants vivent là. Enfin, voilà, mes petits enfants aussi maintenant. Donc, alors que lui, il a déserté dès qu'il a pu pour aller vivre dans les beaux quartiers de Paris. Donc, je veux dire, il faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Je veux dire, c'est cette image qui nous présente de la banlieue comme un tout maléfique, colonisé par les musulmans, etc., qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc là, c'est insultant même pour les gens aujourd'hui. Moi, je vois dans la commune où je suis les efforts des associations, de la municipalité pour justement pour développer le vivre ensemble avec des problèmes. C'est pas pour nier, il y a des problèmes, effectivement. Mais il y a des gens qui se battent sur le terrain. Et on a comme ça des gens qui, depuis les beaux quartiers, viennent faire la leçon à tout le monde. Comment pourrait-on accepter ça? C'est pas possible. C'est pour ça, moi, voilà, j'ai été révolté. C'est aussi une des raisons de ce bouquin-là. Mais justement, quand ils vous accusent, pas vous spécifiquement Gérard Noiriel, mais vous ou nous d'ailleurs, les intellectuels ou ceux qui ont partie prenante dans ce système-là d'angélisme, qu'est-ce que vous lui répondez? Ben, je veux dire, c'est pour moi, c'est de la diffamation, quasiment. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'angélisme? Ça veut dire que vous Oui. niez ou vous nieriez La réalité. les difficultés qu'il y a avec l'immigration. Je montre que c'est pas du tout vrai. Je cite toute une série de travaux sociologiques qui abordent ces questions-là, y compris des formes, moi je le dis, le piège dans lequel s'enferment parfois certaines associations qui combattent le racisme, c'est d'elles-mêmes de s'enfermer dans l'identitaire et d'inverser les discours. Hein. Bon. Donc ça, je crois que c'est un piège et que ça. Et ça, Zemmour a été alors, l'un des premiers à le dénoncer en disant finalement, il y a chez les islamo-gauchistes, ça c'est une catégorie qui n'existait pas chez Drummond, une volonté. Drummond disait les élites enjuivées. Hein. Donc vous voyez, le vocabulaire change, mais les réalités polémiques se maintiennent. Hein. Mais alors justement, sur le fond, lorsque Drummond parlait d'élite enjuivée, Éric Zemmour, lui, parle de toute autre chose. Il combat le communautarisme. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes notamment un historien de l'immigration? Oui, si vous voulez, ce terme, là, j'en ai fait l'histoire d'ailleurs dans des précédents ouvrages, hein, sur le communautarisme. Avant, le mot n'existe que depuis les années 80, mais avant, on parlait de nation dans la nation. Drummond, par exemple, dit les Juifs forment une nation dans la nation. Ils ne se sont jamais intégrés depuis 10 000 ans dans la société française parce que leur religion leur interdit. Et je montre, preuve à l'appui, qu'on retrouve quasiment exactement les mêmes propos dans les livres de Zemmour. Donc, si vous voulez, moi, je ne fais pas de polémique. J'ai pris les textes, j'ai comparé, j'ai montré que la matrice était commune. Je n'en tire pas spécialement de conséquences. Je ne dis pas que tout ça va nous amener une troisième guerre mondiale ou je ne sais quoi. Mais je pense que c'était important de faire ce travail. C'est notre responsabilité en tant qu'intellectuel, qu'universitaire, déjà de faire un travail précis sur les textes. Et l'une des grandes, évidemment, critiques qu'on peut faire, elle a déjà été faite. C'est ce que je dis. Des gens qui ont critiqué Zemmour, des universitaires, des démographes, des historiens, des sociologues, mais il y en a énormément. Je les cite, même pas tous, j'ai pas pu, mais donc c'est pas tellement au niveau des arguments. C'est surtout au niveau de la rhétorique, c'est important. Comment on fait croire des choses aux gens? Et c'est là que je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse tous. Mais alors, finalement, est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas un plumitif, comme il en existe beaucoup, le terme est dévalorisant, mais alors je vais le dire autrement, un publiciste. C'est ainsi que l'on appelait ce type d'essayiste à la fin du 19e siècle, au 20e siècle. Il y a eu Julien Benda, il y a eu Jean-François Revel. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste de ces gens qui ont un rôle dans le débat public, qui ne sont pas universitaires, mais finalement, lorsqu'il dit, voilà, ce qu'il faut sauvegarder, c'est l'identité de la France, les Français sont leurs ancêtres continués. Est-ce qu'il ne dit pas la même chose que Fernand Braudel, par exemple? Alors, dans ce livre, d'ailleurs, L'identité de la France, c'est de Fernand Braudel. De Fernand Braudel. C'est pour ça que je dis, vous voyez, ce qui m'a frappé aussi, c'est que les arguments de Zemmour, ils ne sont pas nouveaux. Moi qui suis dans le circuit, je dirais, hélas, depuis le début des années 80, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'immigration pour contrer le discours qu'on trouvait dans Figaro Magazine, la Marianne Voilée, etc. etc. Donc, Zemmour n'a fait que recycler tout ça. Il n'a rien inventé là-dessus. Et effectivement, dans le livre qui s'appelle L'identité de la France, chez Braudel, il y avait, mais évidemment, chez Braudel, c'était
enfin, je veux dire, on ne va pas comparer, il n'y avait pas d'insulte de qui que ce soit, il y avait une analyse qui présentait la France, donc son identité, ses caractéristiques, en occultant complètement la dimension de l'immigration. Je l'ai écrit noir sur blanc dans le Creuset français, déjà ça. D'ailleurs, j'étais plutôt proche, vous savez, des annales, j'ai fait bonne partie de ma carrière à l'école des hautes études, etc. Il y avait certains collègues qui n'avaient pas trop apprécié que je critique Brodel, mais je l'avais fait. Là, c'est pas pareil. Là, on a un débat, une controverse entre des historiens, etc. Là, c'est tout à fait légitime. C'est pas du tout ça que fait Zemmour. Zemmour, lui, il a un point de vue politique, constamment, de dénonciation, de stigmatisation. Moi, je le rends compte, je vois les effets que ça peut procurer chez des gens, notamment chez les jeunes qui subissent ça parce qu'ils sont musulmans ou autres. C'est pas possible d'admettre ça. Le problème, c'est que Zemmour s'autorise d'un certain nombre de noms d'universitaires. Alors, j'ai cité Brodel, je pourrais citer Alfred Sauvy. Il faut rappeler aux plus jeunes que Sauvy était un démographe qui a plusieurs fois publié des papiers assez durs contre l'immigration. Oui. Qu'en pensez-vous, Gérard Noiriel? Oui, alors là, une des stratégies de rhétorique, disons, c'est justement d'aller chercher au sein du monde universitaire celui ou celle qui va aller dans son sens. Hein, et parfois en leur faisant dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Je prends l'exemple dans le livre, là je ne peux pas détailler, mais je le fais dans le livre par rapport à Michelet. Moi j'ai beaucoup travaillé sur Michelet, sa définition de la France, elle est complètement caricaturée dans ce qu'en écrit Zemmour. Mais vous comprenez, pour aller y voir, il faut y aller voir de près. Qui va faire ce travail? Qui va aller lire les textes? J'ai fait pareil sur Renan, etc. C'est un travail de spécialistes. Les spécialistes le font, mais ils restent dans leur petite sphère. Comment on va atteindre le grand public? Vous croyez que les gens qui regardent la télé ou qui écoutent les radios, sauf peut-être évidemment France Culture, parce que c'est un public quand même, je dirais, un peu privilégié culturellement, etc. Sinon, ils vont dire qui a raison, c'est peut-être lui, etc. Ils n'ont pas les moyens techniques scientifiques, parce que ce n'est pas des spécialistes. Donc c'est à nous de faire ce travail de transposition, et à vous aussi, journalistes, c'est un travail commun qu'on doit faire pour transposer dans des langages qui soient adaptés à des publics divers les réalités de nos recherches. C'est pour ça que moi je travaille avec des artistes dans mon association, parce que c'est un moyen de transmettre aussi des connaissances. Alors la question, vous attaquez dans votre livre, Gérard Noiriel, Le venin dans la plume, vous attaquez les journalistes qui donnent une tribune, dites-vous, à Éric Zemmour, mais eux le font, j'imagine, au nom du pluralisme, en considérant que Zemmour est aujourd'hui l'intellectuel, le polémiste, bref, utilisez le terme que vous voudrez, qui représente 20-25% des Français, plus, moins, que sais-je. Mais enfin, en tout cas, c'est une voix qui pèse dans l'électorat, Gérard Noiriel. Oui. Mais alors que sur le plan politique, sur le plan des opinions politiques, on est dans une démocratie, qu'on donne la parole aux uns aux autres, d'accord. Mais là, moi, ce que j'attaque, c'est Zemmour se prétendant historien. Et nous dénonçons, nous, comme une mafia qui fait de l'idéologie. Vous dénonçons, vous, les historiens. Nous, les historiens universitaires, en disant qu'on a le pouvoir, on détruit la France, etc. Et que là, il n'y a pas de pluralisme. Prenez, moi je l'ai fait, pour le dernier bouquin, Zemmour est passé partout. Qui a eu la parole en face pour aller défendre le métier? Non, parce que ça, c'est pas considéré Ça a comme été important. fait ici, sur France Culture. Oui, mais je veux dire dans les médias où Zemmour. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'inviter, Éric Éric Zemmour? Pardon? Faudrait-il cesser de l'inviter, Éric Zemmour? Non, moi je ne dis pas ça. Mais je dirais que quand, sur ce plan précis, qu'est-ce que l'histoire? Quel est notre travail? Je pense que là, les grands médias, je précise, n'ont pas fait leur job au moment de la sortie de son dernier bouquin. Et du coup, comment voulez-vous que les gens qui ne sont pas historiens ou qui ne sont pas amateurs de livres d'histoire, pour eux, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc on a aujourd'hui, c'est pas que Zemmour d'ailleurs, une vision de l'histoire complètement réactionnaire qui se diffuse largement, y compris parfois sur les chaînes publiques. Si vous voulez, les Laurent Deutsch, ces manuels d'histoire, etc. Le comédien Laurent Deutsch qui se vendent comme des petits pains, qui sont affligeants pour nous historiens. Même Stéphane Bern, je veux dire. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Parce qu'avant, il y avait Jean Duché, il y avait toute une série de Castello vulgarisateurs. Alors, bon, j'aimerais pas mettre tout le monde non plus dans le même sac, mais
Mais enfin, la vulgarisation en histoire, bah forcément, ça conduit Oui, mais il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. Et il y a, quand on présente l'histoire comme si quasiment c'était uniquement les grands personnages, c'est ce que fait aussi d'ailleurs Zemmour. Pour lui, l'histoire de France se résume à ceux d'en haut. C'est une histoire très réactionnaire aussi de ce point de vue-là, socialement. Il dit qu'il parle au nom des classes populaires, mais on ne les voit jamais dans ses bouquins d'histoire. Hein, il en parle simplement pour dire qu'ils sont victimes des immigrés, c'est tout. Donc je veux dire, c'est pas possible, on ne peut pas. C'est une histoire élitiste qui est d'ailleurs dans le prolongement de Maurras. Il se réclame d'ailleurs de Maurras. Il ne faut pas quand même oublier que Maurras est un des intellectuels d'extrême droite, antisémite, d'Action française, etc. Donc il se situe dans la filiation de tout ça. On ne peut pas admettre ça. Vous savez que Marc Bloch, dans son livre Apologie pour l'histoire, métier d'historien, écrit pendant la Résistance, il avait pris sa plume parce qu'il estimait qu'il était très important de résister aussi à tout ça. Donc c'est ce que moi j'essaye de faire avec mes modestes moyens aujourd'hui. Gérard Noiriel, justement, l'antisémitisme, alors celui de Drummond auquel vous comparez Éric Zemmour, juif, n'a pas été accusé d'haine de soi, même si le rôle qu'il fait jouer à Pétain a été, je vais utiliser un euphémisme, très largement discuté. L'antisémitisme, il relève encore aujourd'hui très largement des fléaux qui sont soulignés. Il a été récemment au cœur d'une polémique soulevée par l'écrivain Yann Moix. Votre point de vue justement sur cette polémique, Gérard Noiriel? C'est vrai que ce qui m'a choqué, c'est les tentatives d'excuser Yann Moix dans les grands médias, justement, là où il est passé. Je trouve que c'est trop facile, vous comprenez, d'aller dire « Ah oui, je regrette, machin, etc. » Non, tout le monde n'était pas antisémite quand il avait 20 ans. Lui, il y en avait d'autres qui luttaient contre l'antisémitisme. J'en faisais partie. Donc, je veux dire, c'est un peu trop facile, je trouve. Vous voyez, là, ça donne un sentiment, et là, j'amènerai les choses aussi sur le plan social. Je dirais, quand on a des jeunes comme ça qui ont des propos antisémites, on leur tombe dessus, etc., sans excuse, enfin, à juste titre, de les critiquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a un sentiment, vous voyez, de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures selon le milieu social auquel on appartient. Mais alors, justement, lorsque lui souligne l'évolution de sa pensée, que faut-il faire par rapport à cela? Parce que il a invoqué toute une série de penseurs qui avaient été antisémites jadis et qui ont cessé de l'être, je ne sais pas, Blanchot, Bernanos, etc. Oui, non, mais ça, on peut l'admettre, mais ça ne justifie pas, je pense, cette espèce de consensus qui s'est créé à un certain niveau pour excuser ou relativiser ses écrits, parce que je pense que c'est plus important quand on a une parole publique aussi, quand on écrit publiquement par rapport à des gens qui n'ont que leurs propos privés, je dirais, à énoncer.